Allez, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau cours de Motion Live Teach. Alors, les deux derniers cours, on a vu comment on travaillait le sculpt dans Blender. On a vu une première partie un peu théorique où on expliquait un petit peu les outils. On a vu une deuxième partie où vraiment on s'attaquait à un projet qui était concret. On allait du début à la fin pour faire la retopologie, le détail, etc. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer en détail avec toi dans ce que ça veut dire faire d'une retopologie, quels sont les outils qui existent, comment ils marchent en profondeur. On les a utilisés lors des premiers cours, mais je ne t'ai pas expliqué qu'est-ce qui se passait réellement et quels sont les meilleurs outils à utiliser dans quel cas. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Donc tu vas voir que c'est pas hyper facile, c'est assez poussé, mais crois-moi, ça vaut le coup de comprendre pour vraiment que tu puisses faire les meilleurs choix derrière quand tu travailles. Ok. Donc on va voir quatre choses aujourd'hui. On va déjà revoir en détail le dynamique topologie parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas vues la dernière fois qui sont très intéressantes sur comment ça fonctionne et surtout comment tu peux avoir des performances bien plus importantes que ce que tu n'avais. La deuxième chose, on va revoir ensemble le voxel remesher et le quadriflow. Alors, malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de documentation sur le sujet puisque c'est des outils qui sont assez récents, mais j'ai pu trouver 2-3 trucs qui vont te servir et on va pouvoir regarder ensemble le détail de tout ça. On va regarder aussi ensemble le modifieur Remesh qui va nous permettre de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, enfin, ce sera là, non pas donc du coup, on a vu 4 choses là, la cinquième chose, un bonus qu'on va faire dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo entièrement à ça. C'est la solution finalement presque à la retopologie aujourd'hui. C'est une solution qui s'appelle Instant Mesh. Alors, c'est une solution qui est gratuite, mais je t'en dis pas plus pour l'instant parce que je garde un peu le suspense. Donc ça sera la vidéo d'après. Voilà. À tout de suite, juste après le jingle. Alors, on est ici devant un cube tout simplement. Et du coup, je me suis mis en mode sculpt et je vais simplement ici revenir dans Dynatopo, l'activer en appuyant sur CTRL D. Alors, attention, cette vidéo n'est pas pour les débutants, d'accord? Si tu veux comprendre quelque chose de cette vidéo et que tu n'y connais rien en sculpt ou même en Blender, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites avant dessus, sinon tu vas vraiment nager complet, d'accord? Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a vu avant, donc du coup, voilà. Si tu n'as pas vu les deux premières vidéos, elles vont s'afficher là, ok? Alors, c'est parti. Donc, du coup, je vais revenir dans mon outil Tool ici et je vais juste revenir dans la partie qui nous intéresse, du coup, la retopologie, donc dynamique topologie. Et du coup, alors, on va revenir en détail sur ce que tout ça veut dire. On a la premier outil ici qu'on a, c'est, alors, je vais me mettre ici en. Hop, je vais venir activer le wireframe pour que tu vois bien la topologie parce que c'est hyper important. Voilà. Du coup, tu vois ici, on a bien ce qu'on appelle le detail size. Et après, on a plusieurs options que je vais venir expliquer au fur et à mesure. Donc le detail size est en pixels. Il faut bien comprendre que ce detail size en pixels, en fait, ça va déterminer la taille d'une face, entre guillemets, en fait. Alors, du coup, pixel, mais par rapport à quoi? Et bien en fait, si tu es en relative détail, ce sera pixel par rapport à la taille de l'objet. D'accord? Donc dans le monde 3D. C'est-à-dire que si je zoome sur l'objet, ou si je dézoome, non, pas, alors je dis n'importe quoi, excuse-moi. Relative détail sera par rapport à un pixel de ton écran, excuse-moi. Donc du coup, en fait, une face, il faut comprendre que c'est à peu près 12 pixels par 12 pixels sur ton écran. D'accord? Donc du coup, si je zoome, comme c'est par rapport à mon écran, les faces restent de la même taille par rapport à mon écran. Donc tu vois, ça va être relatif par rapport à la distance sur laquelle tu sera ton objet. C'est pas terrible, parce qu'en fait, comme j'expliquais dans les autres tutos, si tu fais pas attention, tu peux supprimer du détail que tu as fait. Donc du coup, on va éviter de se mettre en relative détail ici, on va plutôt se mettre en constante détail, et brush detail, manual detail, j'y reviens plus tard. Donc constante detail, ça, au lieu de être par rapport à ton écran, tu es là du coup par rapport à ton espace 3D. Donc c'est une unité ici 3D. Alors c'est pas une unité, je pense pas que ce soit une unité. Ah, ça a l'air d'être une unité. Non, c'est pas une unité. Je pense que c'est une unité divisée par 3 ici. Donc si je mets 1, ça devrait correspondre à une unité Blender. Ouais, si, une unité Blender, c'est à peu près ça. Donc c'est ça, exactement. Donc du coup, tu vois, on a un triangle dans une unité Blender. Donc du coup, si je fais 1 sur 10, bah, on aura un dixième d'unité Blender, etc. Donc du coup, ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que tu as une pipette ici.
Et ça, j'en ai pas parlé la dernière fois. La pipette, elle te permet d'aller sampler, d'aller checker, d'aller prendre de ton mesh. Alors, ça doit être sur le même mesh, on ne peut pas prendre d'un autre mesh, c'est un peu dommage. Une densité de face et la convertir en unité ici. Donc, par exemple, ici, je me mets à 45, il me dit non, et je viens peindre n'importe quoi ici. Voilà. Et du coup, je me dis, ah, c'est cool, j'avais un bon niveau de détail ici, j'aimerais bien retrouver ce 45, parce que maintenant j'ai mis 20, j'ai refait des trucs ici, machin, machin. Et bah, tu peux venir pipetter cette partie-là, et bim, il te retrouve la densité de pixels. Alors, tu vois qu'il l'a mis un peu plus haut, parce qu'en fonction de où est-ce que tu pipettes, évidemment, tu n'auras pas le même résultat. Et d'ailleurs, il a tendance, je trouve, à faire des résultats un petit peu plus élevés que ce qu'on avait à la base, mais c'est pas très important. Donc du coup, ça te permet de venir pipetter une densité de pixels sur ton objet, ça peut être utile. Mais ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est ça dont j'ai pas du tout parlé la dernière fois, je savais pas à quoi ça correspondait, donc je me suis renseigné et c'est hyper intéressant, j'aurais vraiment dû regarder ça plus tôt. En fait, le refine méthode, c'est le calcul que Blender va faire pour subdiviser ton mesh. Du coup, en fait, il y a trois solutions. Ou tu subdivises tes edges, ou tu collapses tes edges, ou tu subdivises et tu collapses. Donc en gros, la dernière, en fait, elle fait la première, puis la deuxième. Ok. Jusque là, ça va. Donc du coup, la dernière, je vais même pas l'expliquer, puisque c'est la première, puis la deuxième. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en termes de calcul derrière. Quand je subdivise une edge, alors je vais vraiment venir du coup ici sur une partie, voilà, je vais mettre assez grand et je vais zoomer. Donc quand je subdivise une edge, je vois vraiment en fait que tu vois, il ne fait que des triangles. En gros, il prend un carré et il le découpe, il le tu vois. Donc du coup, tu as carré et 4 triangles à l'intérieur. Donc ça, c'est subdivise edge, c'est juste carré, 4 triangles à l'intérieur. C'est la méthode la plus simple. Donc en gros, c'est la méthode la plus performante en fait. Du coup, c'est très intéressant. D'un autre côté, c'est aussi la méthode où tu auras le plus de polygones. Du coup, parce que bah, il prend le carré et il coupe en 4. D'accord. Donc du coup, méthode la plus simple, méthode la plus de polygones. Donc du coup, ça veut dire que pendant que tu sculptes, tu vas avoir plus de performance, tu vas être plus rapide parce que bah, du coup, il y a moins de calculs à faire. Par contre, ton nombre de polygones va plus vite augmenter et du coup, si tu te trouves avec un objet avec beaucoup de polygones, tu risques de ramer, non pas parce que le calcul est trop lourd, mais parce que tu as trop de polygones à afficher. La deuxième solution, c'est Collapse Edge. Alors en fait, Collapse Edge ne sert pas à subdiviser ton mesh, mais il sert, comme son nom l'indique, à collapser des edges, c'est-à-dire prendre des edges et les merger ensemble. Donc du coup, en fait, ça sert à venir casser ces petits triangles ici, tu vois. Alors là, tu vois que ça ne le fait pas beaucoup. Mes triangles Y, pareil, c'est parce qu'en fait, ici, mon nombre est trop petit. Il faudrait que mon nombre soit plus bas. Par exemple, si je le mets à 45, maintenant, il va venir collapser mes edges, tu vois, en fonction de ce nombre. Du coup, ici, je viens redéfinir de la topologie en collapsant mes edges. À quoi ça sert? Et bien en fait, j'ai une topologie qui est moins lourde parce qu'en fait, il vient collapser plus d'edges. Du coup, j'ai le même détail mais avec une topologie qui est moins élevée. Donc du coup, ça peut être intéressant. Et tu as le dernier, subdivise and collapse. Ben là, tu devines, il subdivise d'abord, clac, clac, il coupe ton carré en 4 et après, il vient resubdiviser les edges avec le détail. Recollapser les edges avec le détail. Donc, subdivise and collapse, tu subdivises, clac, clac, tu coupes en 4 et tu viens collapser les edges qui ne sont pas utiles. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, tu te retrouves avec une topologie, si je reviens à 60 par exemple, qui est en termes de détail aussi intéressante que ce qu'on avait tout à l'heure quand on se faisait seulement subdiviser. Par contre, c'est beaucoup plus lourd comme calcul. Donc du coup, dès que tu te retrouves à des nombres comme, je sais pas moi, 100 ici, ça devient très très lourd. Tu vois, on voit déjà que ça rame ici. Alors que si je regarde, on refait ça maintenant juste en subdivise edge, là, ça rame pas du tout. Donc du coup, il faut bien comprendre que... Alors moi, je rame un petit peu parce que je suis en calcul vidéo, mais seulement le subdivise edge est souvent plus performant que ton subdivise and collapse. Alors ça dépend après du nombre de polygones que tu as, parce que si tu te retrouves avec un subdivise edge avec beaucoup de faces, bah, à un bout d'un moment, tu vas devenir moins performant que le subdivise and collapse, parce que du coup, tu auras beaucoup plus de faces. Ça va te faire près de 3 à 4 fois plus de faces, d'après ce que je vois. Tu vois ici, par rapport à la différence ici, ça c'est subdivise and collapse, tu vois, on a beaucoup moins de faces, c'est que des triangles, alors que là, le subdivise sans collapse, tu vois, on a vraiment beaucoup plus de faces, tu vois. Donc, voilà, pour le même à mon détail. Donc ça dépend jusqu'où tu vas et c'est à tester. C'est à switcher. Tu peux facilement switcher entre les deux pour voir un petit peu ce qui est le mieux ou pas. Donc ça c'est hyper important déjà. Tu vas vraiment pouvoir gagner en performance. Moi j'ai vu vraiment une réelle différence dans mes performances quand je suis passé seulement en subdivise edge sur des trucs pas trop détaillés. Du coup, c'est très bien. Et puis de toute façon, tu te rappelles, dans les cours d'avant, on a vu que le Dynatopo c'était très bien pour faire les formes de base, mais pour venir faire tes détails, c'est un peu débile. Donc du coup, retiens bien ça.
Alors le smooth shading ici, ça sert juste à, en fait, à mettre un smooth, c'est comme si tu faisais clic droit smooth sur ton mesh en fait. Donc du coup, voilà, on va pas en reparler de ça, c'est pas très important. Ici on a le detail, alors on va parler maintenant du brush detail. Le brush detail en fait c'est simplement, et donc du coup la dernière fois j'avais un peu fait une théorie dessus, j'étais pas sûr, mais en fait si c'est vraiment ça, j'ai vérifié. Du coup c'est juste du détail par rapport à la taille de ta broche. Plus la taille de ta broche est grande, plus ton mesh, tes faces seront petites. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bon, pourquoi pas. Je vois pas trop l'intérêt parce que du coup tu te retrouves dans cette. Bref, quoique. Parce que c'est vrai que c'est assez logique, hein, parce que plus ta brosse est grande, logiquement moins tu as besoin de détails. Après, voilà, le risque c'est comme ça, bim. Ah non, par contre, ça c'est quand même assez intéressant, c'est que ça vient pas niquer ton détail en dessous. Donc c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt cool. Donc ça vient seulement subdiviser. Donc du coup, ça je découvre en même temps que toi. Donc c'est plutôt bien. Donc du coup, contrairement au relative detail, tu peux pas perdre de détails avec cette méthode-là. Donc c'est peut-être une bonne solution du coup. Puisque tu as vraiment un détail sur ta topologie qui est assez intéressant. Alors plus le pourcentage est grand, est-ce que ça change quelque chose le pourcentage? Ouais. Plus le pourcentage est petit du coup, plus tu te retrouves avec une topologie qui est riche, tout simplement. Et du coup, tu vois, là je remonte le pourcentage et je ne perds pas de détails. Je ne perds pas de face. Donc du coup, ça peut être très intéressant, je pense, cette partie-là, en brush detail, si tu sais la gérer, si tu as vraiment besoin d'avoir un contrôle assez fin sur ta topologie. Par exemple, si je pense que tu fais du modèle pour le jeu vidéo, par exemple, ça peut être assez utile. Et ici, tu as le manuel detail. Et alors, le manuel detail, écoute, je ne comprends pas la différence entre le manuel detail et le constant detail parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose, quoi. Et il se passe rien en fait. Juste, là, je suis un peu paumé. Juste, il se passe rien quoi. Si je le diminue, peut-être. Non. Ouais. Et j'ai pas trouvé du coup de. Il n'y a pas de. J'ai pas de. Ici, tu vois, j'ai que les 3 details. J'ai pas le manuel detail ici dans la doc. Donc, du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, désolé, là-dessus, j'ai pas de réponse. Si quelqu'un a la réponse en commentaire, qu'il n'hésite surtout pas. Ce serait vraiment hyper intéressant de savoir à quoi ça sert le manuel détail ici. Parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution. Voilà. Mais en tout cas, les points importants à retenir de ces deux choses-là, c'est les méthodes de subdivision, en fait, qui est hyper intéressante pour gagner en performance. D'accord. Donc, subdivise edge, d'un point de vue, ça fait moins de calculs, donc c'est plus facile à découper. Mais d'un autre point de vue, ça met plus de phases, donc plus long à afficher. Et l'autre, le subdivide and collapse, il y a plus de calculs, donc du coup c'est plus lourd. Par contre, à afficher, c'est moins long parce que du coup, il y a moins de phases. Donc à toi de voir ce qui est le plus intéressant pour toi, teste les deux. Et puis après, detailing. Relative detail, c'est par rapport à ton écran. Souvent peu intéressant parce qu'on peut pas perdre du détail. Constant detail, c'est par rapport à l'unité de ta scène, aux unités de ta scène. Rappelle-toi, c'est une unité divisée par ce nombre. Et tu peux venir pipetter les unités, ce qui est très intéressant. Et tu as le brush detail qui va être par rapport à la taille de ta brosse. Plus le pourcentage est petit, plus les faces seront petites. Alors, ici, on va reparler du remesh 30 secondes. Alors, je vais revenir en constant detail pour avoir tous les outils. Donc le symmetrize, je reviens pas dessus, c'est hyper simple. Tu as la direction, tu symétrises et ça symétrise ton mesh. Pourquoi pas? Surtout si tu travailles en symétrie, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, why not? C'est surtout l'optimize dont je veux parler. L'optimize, c'est si tu te rends compte que tu commences à subdiviser, ça commence vraiment à devenir lourd, etc. Et bah tu peux appuyer sur optimize ici. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Blender recalcule le BVH. Alors, qu'est-ce que c'est le BVH? Et ben, je vais te montrer tout de suite. Hop, pardon. Le BVH, c'est une méthode en fait d'affichage, enfin d'optimisation d'affichage. C'est exactement ça. En gros, on prend ton objet et on met dans des petits carrés comme ça. Et en fait, ça permet à l'affichage d'être beaucoup plus rapide et au calcul d'être beaucoup plus performant. Alors, je comprends pas tout ce qu'il y a derrière parce que c'est très compliqué mathématiquement parlant. Mais en gros, le fait de recalculer du coup ces petits carrés, c'est ça le BVH, te permet de gagner en performance. Donc du coup, si tu vois que ton Dynatopo est hyper lourd, tu fais un optimize et ça va recalculer le BVH. Et ça, c'est vachement bien, le detail fluid fill, ça permet de remplir ton objet avec cette valeur-là. Donc, par exemple, si tu veux que ton objet soit à 20, voilà, donc à cette densité de polygone-là partout, tu te mets à 20, tu appuies sur detail fluid fill, et du coup, ça te permettra d'avoir directement tout ton objet avec le même nombre de détails. Ça peut être intéressant, mais moi, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt d'utiliser les autres remeshers qu'on va voir juste après. Mais ça peut être une solution. Ok. Donc, du coup, moi, je vais rester là-dessus. Hop, et je vais désactiver le Dynatopo. Donc, ça, pour la dynamique topologie, on vient de voir tout ce qu'il y avait à voir, et on a été relativement assez loin. Maintenant, tu peux t'amuser avec. Alors, maintenant, on va voir les différents types de remeshers. Première chose, on va voir le voxel remesher. Voxel remesher qui est à deux endroits, dans le panneau Tool ici, Remesh, et dans le panneau ici, Data de ton mesh et Remesh.
dans Voxel. C'est exactement la même chose, hein. Alors là, beaucoup moins d'informations j'ai à te donner parce que malheureusement, Blender, malheureusement, en fait, c'est un outil qui est très récent, donc du coup, la documentation n'est pas encore faite. Donc du coup, je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations. Alors après, je te laisserai la liberté de tester différentes solutions pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais par contre, je sais ce que ça veut dire un voxel remisher, donc je vais déjà t'expliquer ce que c'est un voxel remisher, et puis après, on en parlera. Alors, je vais juste reprendre la topo pour être sûr de ne pas te dire de bêtises. Oui, voilà. Alors, du coup, en fait, le voxel remisher est basé sur un truc qui s'appelle l'OpenVDB. Qu'est-ce que c'est l'OpenVDB? Eh ben, je vais te montrer. En fait, l'OpenVDB, c'est un truc qui a été inventé par DreamWorks pour faire des nuages. Et en fait, pour faire des nuages à la base, et en fait, c'est devenu plein d'autres outils. En fait, c'est devenu un outil pour faire des volumes. Donc, on peut l'utiliser pour faire de la flotte. On l'utilise d'ailleurs pour faire de la flotte. On l'utilise pour faire des nuages. On l'utilise pour faire de la fumée. On l'utilise pour faire plein de choses. Et en fait, c'est quoi un volume? C'est juste en fait plein de petits cubes qui forment une image en 3D en fait. Donc, ce qu'on appelle un voxel. Un petit cube, c'est un voxel. En gros, c'est quoi? C'est un pixel mais en 3D. Donc, du coup, je vais essayer de te montrer un voxel. Si je peux avoir une petite image de ça, ça serait plutôt sympa. Voilà. Voilà. Un voxel. Un voxel, en fait, c'est Minecraft, en fait. En gros, il faut que tu l'imagines un peu comme ça. Des trucs en voxel, c'est ça. Et du coup, en fait, le voxel, c'est hyper intéressant parce que ça te permet d'avoir le volume de ton objet sans tenir compte de la topologie. En fait, n'importe quelle mesh, n'importe quel maillage peut être voxelisé. Et en fait, du coup, ce que fait le voxel remesher, c'est ça. Il prend ton mesh et il le voxelise. Et en gros, il fait plein de petits cubes partout. Et en fait, le voxel size, ça va être la taille de ces petits cubes en fait. Donc du coup, par exemple, si tu le mets à 1 mètre, ça correspond à une unité de Blender, j'aurai un cube par un cube. Bon, tu fais remesh ici, tu vois, là j'aurai très peu de faces parce que chaque face correspond à un cube. Alors évidemment, lui, il ne te montre pas les cubes, hein. En fait, il faut comprendre que tu avais un cube là, 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 et lui après il te fait les centres, tu vois, tout simplement. D'accord? Ou il te fait une moyenne. Je ne connais pas exactement le calcul qu'il fait pour avoir le volume le plus parfait, mais c'est pas très important. Parce que je pense que Preserve Volume joue là-dessus aussi. Du coup, déjà, le voxel size, plus sera petit, plus tes voxels seront petits, plus tes petits cubes seront petits, du coup, plus tu auras un mesh qui sera détaillé. Je vais revenir voilà, ici. Hop, tu vois, ici j'ai beaucoup plus de faces du coup. Donc tu vois, là, il faut que tu imagines que chaque carré correspondait après à un petit cube en fait. Ok. Donc, du coup, c'est ça le voxel remesher. Donc, la grande force du voxel remesher, c'est que du coup, ça peut marcher avec n'importe quel type d'objet en fait. Par contre, la grande difficulté du voxel remesher, c'est ça. Si je passe en edit mode, je prends toutes mes faces. Hop. Alors, par contre, je vais me mettre en Z. Hop, voilà. Et je tourne mes faces comme ça. D'accord? Donc, du coup, là, maintenant, je me retrouve avec une ligne qui est très propre ici. Bah, si je voxelise, voilà ce qu'elle fait ma ligne. Clac, 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 elle fait des pixels. Comme quand tu prends une ligne en pixels et que tu la tords. Donc du coup, c'est le défaut du voxel remesher, c'est que comme il travaille avec des voxels, avec des cubes, et ben il a du mal à gérer les lignes en diagonale. Comme exactement une ligne qui fait un escalier en 2D en fait. Donc du coup, c'est le problème du voxel, et c'est pour ça que le voxel ne peut pas être utilisé en termes d'outils de rotopologie en particulier, parce que toutes tes lignes droites, elles vont péter, ça va faire des petits cubes comme ça. Donc c'est le problème du voxel. Voilà. Alors ici tu as Adaptivity et là on commence à rentrer dans les trucs pas du tout documentés. Donc du coup malheureusement je ne vais pas pouvoir t'aider. Alors je t'invite à tester parce que je ne vais pas tester devant toi, ça sert à rien. Tu peux très bien faire, donc teste, vois un petit peu ce qui se passe. Ce que je peux voir dans ce que j'ai vu, c'est notamment le Preserve Volume qui a tendance à faire des choses un peu mieux en termes de moyenne de volume. Quand tu ne le mets pas, ton truc il se rétrécit un petit peu. Et le Fix Pool qui est assez intéressant, qui est coché de base de toute façon, qui te permet d'avoir les coins de ton objet assez bien respectés. Mais c'est tout, le reste après j'ai pas testé. Alors le smooth normal, oui, ça sert juste à smoother ton objet à la fin, mais du coup tu peux le faire après. Si tu fais un clic droit smooth, c'est exactement la même chose. Hein, si tu viens faire ça, clic droit smooth, c'est exactement pareil que d'avoir coché ici smooth normal. D'accord? Du coup, voilà pour le voxel, pas grand chose à dire du coup, si ce n'est son gros défaut qui va niquer les lignes droites. Par contre, alors je vais le dévoxeliser, on va revenir voilà, sur le mesh d'avant, et on va maintenant reprendre cet objet et venir regarder un petit peu le quadriflow. Pareil, le quadriflow, eh bien malheureusement, très peu de documentation, tu le vois, il n'y a rien à part le smooth normal. Donc du coup, c'est un petit peu comme tu veux. Donc l'idée c'est de faire quoi? C'est de faire comme on a fait dans le tutoriel d'avant, de tester. Mais ce qui est intéressant avec le quadriflow, c'est que ça ne marche pas du tout comme le voxelisateur. Dans le sens où ça n'utilise pas des voxels, ou en tout cas ça l'utilise différemment, ils ne disent pas vraiment ce que ça utilise. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça garde le volume de ton mesh,
que ça fait une rotopologie qui est propre, et surtout en fait ta rotopologie est dans le sens du volume de ton mesh. Du coup tu perds pas les lignes droites ici. Regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, premier truc que je peux t'expliquer ici, je connais pas tout mais il y a quand même plusieurs choses. Le Preserve Sharp va t'aider à garder les angles qui sont forts, donc je te conseille de le cocher, surtout si tu as un mesh qui est comme ça assez dur. Ici, le Preserve Mesh Boundary, il va essayer de du coup garder en fait le volume global du mesh. En gros, le mesh boundary, c'est la boîte qui englobe toutes tes faces en fait. Donc en gros, s'il préserve ça, tes faces vont rester dans ce même espace là. Du coup, il va éviter de l'agrandir ou de rétrécir, ce qui est plutôt bien. Preserve Use Mesh Curvature, honnêtement, j'ai jamais vu de différence entre les deux, donc je vous conseille de ne pas le mettre. Et le reste après, c'est Preserve Paint Mask. Donc si tu as fait des masques dessus, il les garde. Si tu as fait smooth normal, c'est exactement la même chose que tout, c'est clic droit smooth. Et ici, tu as mode face, ratio edge nut, je n'ai aucune idée ce que ça change, essaye, on verra bien. Et après, tu as le nombre de faces, donc ça, c'est pas compliqué à comprendre. Moins tu as de faces, plus ton mesh sera low poly, entre guillemets. Et le seed, c'est simplement en gros, bah voilà, c'est bien écrit, random seed to use with a solver. Different seed will cause your mesher to come up with different quad layout to mesh. Donc en gros, c'est juste un aléatoire en fait dans ton type dans ce que fait Quadriflow. Est-ce que ça sert vraiment? Je ne sais pas. Et donc là, si je fais OK, d'accord, on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors c'est un petit peu plus long que le voxel, hein, mais tu vois qu'il a essayé de garder mes lignes. Et tu vois que c'est quand même pas top là. Là, il a fait de la bonne grosse merde. Hein. La bonne grosse merde. Alors, du coup, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi il a fait de la grosse merde comme ça? Parce que là, il a mal compris mon mesh, en tout cas. Ça se voit. Hop. Alors, reprenons le Quadriflow et essayons de décocher un petit peu tout ça. Et voyons un petit peu ce qui se passe. Alors en même temps, j'ai fait Use Pen Symmetry alors que mon mesh n'est pas symétrique, donc déjà c'est un petit peu con. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, tu vois que finalement, quand tu décoches tout, on a presque des résultats un peu mieux. Et tu vois que vraiment, là, les lignes sont vraiment très très bien respectées, tu vois. Alors voyons un petit peu ce qui se passe quand je mets Preserve Sharp et Use Mesh Boundary. Est-ce qu'on se retrouve avec un résultat qui est mieux ou pas? Bon, honnêtement, je vois pas énormément de différence. Et je trouve que les lignes sont même moins bien gardées, tu vois. Donc honnêtement, en fait, le Quadriflow pour moi, dans ce que j'en ai vécu, tu décoches tout. Si ton mesh est symétrique, évidemment, du coup, tu l'es symétrique. Mais là, du coup, pour moi, comme je l'ai tourné, il est plus symétrique. Et tu fais OK. Et voilà. Et tu mets ton nombre de faces et c'est tout à temps. Et ça marche franchement relativement assez bien. Tu vois, ouais, j'ai l'impression qu'il m'a gardé un peu mieux les faces. Bon, après, il faudrait que je le refasse de là. Excuse-moi. Voilà, un petit peu pour le Quadriflow. Alors en quoi le Quadriflow c'est une révolution? C'est vraiment une révolution dans le sens où c'est la première fois que dans Blender on a un outil de rotopologie qui garde vraiment le sens de la modée en fait, qui va vraiment dans le sens de la modée et qui peut vraiment être non pas un outil final mais un outil de début pour commencer ta rotopo. En vrai on l'a vu dans le cours d'avant. Donc du coup c'est vraiment un bel outil et à la Blender conférence de 2019 j'ai entendu plusieurs programmeurs qui parlaient de créer des guides un petit peu comme dans ZBrush pour pouvoir vraiment que tu puisses guider à la main ta topologie et ça devient vraiment hyper intéressant. Du coup voilà, outil en devenir de ouf. Je pense que dans la 2.82 il va se passer des trucs au niveau du Quadriflow. Ok. Donc voilà, à ce niveau-là, on a vu les trois principales manières de remesher un mesh dans Blender. Je t'en montrer une quatrième qui est en fait le modifier remesh. Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce qu'en fait il est un peu pété, il est très vieux, mais ça peut être une solution si le reste ne fonctionne pas. Donc du coup je voulais quand même t'en parler. Donc du coup, le Solideur Remesh, il y a plusieurs solutions. Tu as plusieurs modes. Tu as le mode Smooth, le mode Sharp et le mode Blocks. Alors le mode Blocks, voilà, ça tu vois, c'est ce qu'on appelle de la voxelisation, mais pure, tu vois. Là, il garde juste ton voxel. Donc du coup, le mode Block en Remesh, en fait, ça te fait une voxelisation et tu peux gérer le nombre d'octaves dev, ce qu'ils appellent, pour le nombre de voxels que tu veux, en fait. Donc ça d'ailleurs, donc du coup, tu vois, pour faire du voxel type Minecraft dans Blender, c'est très simple, hein, avec ce remesh là, c'est très pratique. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer parce que là, entre guillemets, tu peux pas du tout faire de rotopo avec ça, quoi. C'est juste très artistique ça. Donc du coup, hop, on va se mettre la 4 ici et on va juste tout parler du coup du smooth et du sharp. Alors quand est-ce qu'utiliser l'un, quand est-ce qu'utiliser l'autre? Bah, c'est très simple, quand tu as des formes organiques, tu vas plutôt partir sur du smooth. Quand tu as des formes plutôt assez hard surface, on va plutôt partir sur du sharp. Mais tu vois que déjà, là ta topo, elle est quand même beaucoup moins propre que ce qu'on avait avec le Quadriflow. Hein. Donc du coup, bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est procédural. Ce qui fait que, voilà, tu vois, en fait, je garde ma densité de mesh. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va faire un Quadriflow dessus. Alors, je vais enlever mon modifier en 30 secondes. Tac. Je vais faire un Quadriflow dessus. Hop, rapidement, avec 2000 faces pour pas avoir trop de faces.
Et en fait, je vais te montrer du coup à quel point c'est intéressant de pouvoir avoir parfois un remesh sur un quadriflow par exemple. Parce qu'en fait, du coup, ton remesh va pouvoir te permettre de refaire ta topo, mais par contre, tu gardes ton détail et c'est l'avantage d'un modifieur, c'est pour ça que c'est plus intéressant que le reste. Tu vois, si je fais ça, voilà, et voilà, tu vois, je peux voir en fait le résultat, tu vois, voilà, tu vois, ça remesh en temps réel, tu vois. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. D'ailleurs, ça peut faire des effets très intéressants si tu veux faire genre de la génération de mesh. Voilà, ça peut être très cool parce que tu fais des blend shapes et hop, ça va s'adapter au fur et à mesure. Bon, c'est peut-être une autre vidéo, on verra. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça marche assez bien et ça peut faire des trucs assez cool. Mais par contre, c'est pas du tout une topologie qui est propre entre guillemets. Donc en gros, ça peut servir d'effet de style, tu vois, ça peut donner un effet un peu mosaïque comme ça qui est assez top. Par contre, il faut surtout pas que tu penses que le remesh ça va te permettre de faire une rotopo. Une rotopo, tu vas plutôt partir du quadrimesh. Alors, ici, tu as le scale qui va surtout te dire en fait, plus c'est grand, plus le nombre est petit, bah, plus tu as moins de faces en fait. Et si tu mets un scale à 10 par exemple, bah, plus tu as de faces. Alors, tu peux aller jusqu'à 0,90 du coup, bah, donc voilà. Ici, tu as le sharpen qui va te permettre en fait de voir un petit peu à quel point il prend les parties hard de ton mesh. Je te conseille de le laisser à 1, c'est souvent la meilleure solution. Tu vas avoir du coup quand tu es en smooth, du coup tu as un mesh un peu plus doux. Bah ici voilà, tu as juste plus de sharpen et tu peux voilà, juste gérer ça. Donc tu vois, bon, c'est quand même pas dingue hein, comme outil. À quoi ça peut servir en fait finalement? Bah moi je trouve en fait ça peut servir à ça en fait. Vraiment, je vais te montrer. Tu vas prendre ton mesh, faire ce qu'on appelle un blend shape ici. Donc je vais hop venir faire add shape key. Donc en gros une shape key c'est quoi? C'est je mets une partie à 0, je le mets à 1 et en fait quand je vais modifier maintenant mon mesh, genre comme ça par exemple, tu vois, hop, ce sera la valeur en fait de ma shape key à 1. Je vais te montrer, je te le fais et je te montre pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire. Hop, voilà. Et du coup, en fait maintenant quand je bouge mon mesh, tu vois, ça vient. Alors je vais juste enlever 30 secondes le modifieur pour que tu vois vraiment bien ce que ça fait en vrai. En fait, du coup, voilà, en fait, tu vois, c'est mes faces qui bougent en fait, tout simplement. Ça permet de créer une position A, une position B, et tu as un curseur pour passer de l'un à l'autre en fait. Du coup, ça te permet de faire de la modélisation animée. C'est très pratique, les shape keys. Je ferai certainement une vidéo en détail dessus. C'est pas l'idée. Par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est que si tu mets un modifieur par-dessus, voilà ce qui se passe en fait. Du coup, lui, à chaque fois que ça change, il va recalculer les faces. Du coup, tu peux te retrouver avec un espèce d'effet un peu sympa de régénération d'animation, tu vois. Mais du coup, voilà, on est plutôt dans un effet artistique plutôt que dans un effet qui est, je dirais, technique en termes de rotopologie par exemple. Voilà en gros pour les 4 manières de faire une rotopologie dans Blender. Donc du coup tu vois il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, beaucoup de choses qui vont encore changer, le quadriflow certainement va beaucoup bouger, donc du coup reste bien à l'affût à ce niveau là, de toute façon moi je vais te tenir au courant dès que ça bouge parce que c'est des outils qui sont hyper intéressants et qu'on attend depuis tellement longtemps, donc c'est super excellent. Alors prochaine vidéo je vais te parler de l'instant mesh qui est un truc de taré. Un truc de taré. C'est la solution pour vraiment faire de la vraie rotopologie. Je te montre ça dans la prochaine vidéo et ça vaut le coup, crois-moi, donc reste à l'affût. Si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes les cours que je fais sur Motion Live Teach, n'hésite pas à te rendre sur le site de teach.motion-live.com pour avoir accès aux 179 aujourd'hui autres cours disponibles gratuitement sur la plateforme. Tout est rangé par logiciel, par matière ou par niveau ou par même nom. Donc tu peux tout chercher, tu peux tout regarder, tu peux même télécharger les scènes qui sont dans les cours pour pouvoir comparer et pouvoir éviter les erreurs, pour pouvoir avancer à fur et à mesure. Donc tout est vraiment bien classé correctement, donc c'est hyper intéressant, ça vaut royalement le coup, crois-moi. Donc du coup, voilà, tu peux aller sur le site, il suffit de t'inscrire sur le site pour pouvoir avoir accès à cet outil de recherche de vidéos et pouvoir télécharger les scènes. C'est gratuit, tu peux te désabonner quand tu veux, je déteste les spams autant que toi, donc du coup, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis, voilà. Si tu as des questions, tu n'hésites pas en commentaire, tu peux m'envoyer un email, pourquoi pas, je m'en fous, je serais ravi de discuter avec toi de ce projet. Merci pour la tuto, et puis on se voit du coup dans la prochaine vidéo.